Alors, du coup, désolé, parce que vu que je suis avec mon PC portable et que la webcam elle est sur le PC de bureau, je vais regarder en bas et du coup, vous êtes direct devant. Déjà, je vous souhaite une bonne année. J'espère qu'elle est bien. Je sais pas où vous êtes et tout ça et si tout se passe bien pour vous, mais bonne année en tout cas la meilleure possible. Ce soir, du coup, je vais vous parler d'un cas clinique que j'ai eu en premier et puis après, je vous propose que je vous montre un petit peu un processus que j'ai quand je fais les formations. C'est, en fait, on a des retours post-formation, qui sont automatiquement avec, la plupart des learning management systems, donc les systèmes qui sont utilisés pour gérer les formés, pour respecter la démarche Calliope et donc je vous propose qu'on repasse dans les retours de formation que j'ai eu, récemment. J'ai fait 2 formations, en décembre à une semaine d'intervalle et je trouvais ça intéressant de repartir sur, ces retours-là et vous montrer un petit peu comment on intègre tout ça dans la pratique, en fait. Donc on va commencer par je vais vous parler d'un cas qui, peut faire un peu rager. Moi, ça ne m'a pas fait rager, mais ça pourrait et donc du coup, je vous en parlais parce que, on parle souvent des cas avec lesquels ça se passe bien ou des cas où d'autres ont un peu foiré. On parle pas assez je crois, des cas où, il y a eu un petit souci quelque part. Donc je vous parlais d'un patient que j'ai vu il y a quelque temps. Il avait des douleurs, lorsqu'il faisait du crossfit et lorsqu'il faisait du tirage notamment. Donc il y a beaucoup de trucs qui faisaient mal, genre sur les tractions, ce genre de choses et du coup, en fait, c'était en lien vraisemblablement avec une mécanosensibilité en niveau neural. Donc c'est-à-dire que quand on faisait des tests de mise en tension, on reproduisait la douleur qui était similaire à celle qu'il avait habituellement et ce patient-là, du coup, il y avait pas de perte de fonction nerveuse. Donc il avait son nerf qui était sensible quand on tirait dessus, ou en tout cas son plexus brachial, je ne sais pas lesquelles parties étaient sensibles, mais voilà et du coup, ses nerfs fonctionnaient bien, il y avait pas de perte de fonction il y avait pas de perte de force, il y avait pas de perte de sensibilité et on a fait un peu de traitement avec, donc on a fait quelques séances, on a fait du tirage, mais on faisait exprès de limiter les amplitudes pour qu'il arrête d'irriter son plexus et en gros, le but, c'était de fatiguer un peu les muscles parce qu'en fait, la musculation, semble avoir des effets sur les neuropathies, notamment en jouant sur, les cellules gliales. Donc en gros, ça diminue la neuroinflammation qui est balancée par les cellules gliales qui, du coup, pourrait avoir un impact sur la neuropathie et notamment sur, tout ce qui va être, gain de sensibilité nociceptive, hyperalgésie, ce genre de choses. Et en même temps, on sait qu'en faisant ce genre d'exercice, les gens, ils vont mettre de la tension très, très légère au niveau de leurs nerfs, ce qui va faire en sorte que leurs nerfs, ils aient des changements au niveau des récepteurs membranaires, qui fait que, du coup, ils vont avoir un peu moins de récepteurs et donc du coup, on a fait ce genre de prise en charge avec lui. Donc il faut savoir que je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il était en couple avec une kiné, donc du coup, qu'il devait renvoyer vers moi, parce que, mon nom était plus ou moins connu et après quelques séances, effectivement, on a pu voir qu'il y a eu une évolution. Donc c'est-à-dire que, ce patient-là, il a progressé, ses douleurs ont diminué, il était capable de faire ses séances de crossfit, ce qui était son objectif, de manière confortable, ce genre de choses et je me souviens très bien comment se sont finies les séances. Parce qu'en gros, le patient, il m'a dit, «Depuis le début, où, en fait, j'ai des douleurs, c'est la première fois que je suis aussi bien». Donc c'est-à-dire qu'il était pas guéri, mais c'était la première fois que en gros, il était au max de ce qu'il avait été au cours des derniers mois, années, j'en sais rien et du coup, j'étais très content de ce retour, de tout ça, donc sachant que j'avais encore d'autres options à proposer, de traitement, en dehors de ce genre de choses et j'ai eu des nouvelles de lui, de manière interposée par quelqu'un qui, l'a rencontré en dehors de ça et du coup, j'ai découvert qu'en fait, la prise en charge lui avait pas du tout plu. Alors je sais pas si elle lui a pas du tout plu sur le moment et qu'il m'a menti et du coup, c'est possible, genre, pour pas me vexer, alors je sais pas si je porte les choses comme ça ou pas. Ou je sais pas si elle lui a pas du tout plu a posteriori, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ce patient, il a été opéré au niveau de son rachis cervical a posteriori. Donc en gros, il avait une, hernie discale, entre guillemets, qui créait un conflit disco-radiculaire qui expliquait, du coup, la mécanosensibilité nerveuse et du coup, cette opération, a vraisemblablement solutionné ses symptômes. Alors pour peut-être différentes raisons. Une des premières raisons, c'est que, probablement que, si, il y a moins d'applications contraintes mécaniques, s'il y a moins de compression et tout ça, que le nerf est un peu plus libre au niveau du foramen et il y a des chances que, il y ait des changements dans la sensibilité nerveuse, ce genre de choses. Ça peut être aussi juste parce qu'on lui a donné une bonne explication qui lui a convenu
Ça peut être pour plusieurs raisons comme ça et ce genre de choses et que donc du coup, après lui avoir donné une explication qui lui a convenu, bah, il était très heureux du résultat et en fait, après ça, il s'est rendu compte que du coup, bah, j'avais pas du tout solutionné son problème et une personne, en gros, lui avait parlé en fait, c'était quelqu'un comme il était dans le crossfit et tout ça et ben, il était très axé sur la posture à fond et tout ça et en fait, la personne lui dit: «Bah, oui, bah, regarde, Anthony, par exemple, il dit que la posture, c'est pas si important que ça. Il sort des données, qui sont en rapport avec ça, ou en tout cas, sans dire que c'est pas important, mais en tout cas, on n'a pas de preuves qui sont suffisantes pour pouvoir conclure à ce point-là sur le fait de: "Ah oui, il faut absolument y prêter attention ou pas"». Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai appris que, bah, en fait, il disait: «Bah, oui, mais non, mais lui, il m'a pas du tout solutionné mon problème», donc il a conclu que derrière, tout ce que j'avais dit était plutôt faux. Et ça, c'est assez rigolo, dans la mesure où, je pense que c'est intéressant, pour plein de raisons. Je pense que j'aurais dû changer des choses, dans la manière d'expliquer et je vois bien où je pense que ça a péché. C'est que je vais pas expliquer le processus de prise en soin. Je vais pas expliquer un petit peu tout ce qu'on faisait et ce genre de choses. Je vais pas expliquer qu'en fait, j'avais plusieurs options, à cette époque-là, je faisais beaucoup moins que dans les derniers moments de la pratique. Donc je lui ai pas expliqué que, bah, en fait, là, d'où venait son problème. Donc je lui ai pas dit que, bah, en fait, je pensais qu'il y avait un conflit, enfin, il y avait un nerf qui était irrité et que, du coup, on a diminué on avait plein de manières de gérer ça et donc du coup, il a eu l'impression que j'ai raté le diagnostic, vu que, bah, du coup, il y avait une hernie discale, tout ça et que, du coup, je l'avais raté et que surtout, bah, j'aurais jamais pu, si jamais, il y avait pas quelqu'un qui était passé derrière, j'aurais jamais pu lui proposer d'aller faire une opération alors que pour le coup, c'est une option thérapeutique qui est viable, d'accord? C'est-à-dire que faire des opérations dans le cadre de conflits disco-radiculaires, sont des options thérapeutiques qui sont, intéressantes pour s'occuper de certains patients avec des douleurs réfractaires. On sait que globalement, au niveau lombaire en tout cas, il y a pas de supériorité par rapport à faire de la kinésithérapie en termes de résultats. Par contre, il y a des supériorités en termes de vitesse. C'est-à-dire que les gens, ils ont des douleurs qui diminuent plus vite et une meilleure fonction plus rapidement, donc quand on fait ce genre de thérapie. Là, il y a plein de choses à se poser comme question sur, qu'est-ce que j'aurais pu changer dans la prise en soin, ce genre de choses. Donc je vous ai donné une idée là, c'est que j'ai pas bien expliqué le processus. Je n'ai pas expliqué qu'en fait, il y avait plusieurs options de traitement et qu'il y avait pas aucun moyen de savoir quelle option de traitement était la meilleure avant d'essayer et que, on commençait par des options qui étaient les plus conservatrices pour lui, dans la mesure où, c'est souvent aussi efficace, voire plus efficace dans certains cas de figure et que du coup, bah, il y a moins d'effets secondaires et donc bah, on commençait par les trucs où fallait pas trop se casser la tête ou juste, par exemple, bah, juste rendre le nerf moins sensible en faisant des mouvements. Ça apportait déjà des résultats, et donc du coup, je pense que ça, c'était une erreur de ma part et je crois que ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup mieux aujourd'hui, que je fais beaucoup mieux de manière générale en m'occupant que j'arrive beaucoup mieux à m'occuper des patients, à beaucoup mieux gérer leurs attentes. Mais force est de constater qu'il y a forcément des cas où on passe à côté, où en fait, on a l'impression d'avoir géré, les gens, ils sont très contents et derrière, bah, ils reviennent jamais parce qu'en fait, ils étaient pas si contents de ça. Voilà, c'était le petit cas de la loose, pour vous. Du coup, je vous en ressortirai quelques autres des cas, de la loose comme ça. J'ai plein de cas de la non loose aussi, donc on verra ça. Mais, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je vais regarder s'il y a des commentaires à faire là-dessus. Alors, tac, 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 tac. Il y a pas l'air d'avoir de commentaires. Chirurgie, oui, mais si pas de fonction évolutive normalement, pas si seulement de la MS. Alors, la même MS mécanosensibilité. Alors, oui et non, dans la mesure où, on a vu que même s'il y a pas de perte de fonction, la chirurgie est une option qui, est viable pour le traitement de la douleur. Alors, vu les risques engendrés par, la chirurgie, évidemment qu'on va lui préférer les options conservatrices, mais c'est une option viable même s'il y a pas de perte de fonction. Et moi, en cas d'échec thérapeutique, ça m'est déjà arrivé de préconiser une opération à des patients chez qui ça s'est plutôt très bien passé en termes de résultats derrière. Alors, ce qu'on va faire là, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne des retours que j'ai eus à des dernières formations et j'ai essayé d'anonymiser ça. Alors, est-ce que c'est très visible pour vous? Ça a l'air d'être bien. Donc, dans le questionnaire, post-formation, du coup, il y a plusieurs types de questions qui sont posées. Là, je me suis focalisé sur, quelques types de questions. Je me suis focalisé sur les questions: quels sont les points forts et quels sont les points faibles de la formation? Vous allez voir, l'idée, c'est de voir un petit peu comment on intègre ça quand on est formateur.
Donc pour information, les diapositives et les cours sont très bien faits et l'énergie d'Anthony nous permet de rester impliqué dans l'information malgré la densité de contenu. On apprécie aussi son humilité quand il admet ne pas savoir certaines choses du fait qu'ailleurs n'y répond pas. Communication avec le patient. Connaissance et pédagogie du formateur. Tous les documents mis à disposition dans l'intranet et supports à consulter sur le long terme. Donc ça, c'est dans les points forts. Dynamisme et adaptation du formateur, contenu clair et dense. Ah oui, dense, l'intensité, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les retours. Et donc, c'est quelque chose que je ne sais pas trop si je dois l'interpréter positivement ou négativement, dans la mesure où quelque chose de dense, les gens se contentent d'en pour argent, mais si c'est dense, ça veut aussi dire qu'ils ont du mal à encaisser tout le contenu, la quantité. Il y en a qui adorent beaucoup les ateliers, la métaphore, pointe, support de cours, manuel de traitement en fonction de la clinique, l'ambiance générale, le lieu, l'ambiance. L'ambiance, ça revient aussi assez souvent. Technique de modulation de la douleur, partage d'expérience, la partie sur les mécanismes physiologiques expliquée de façon simple, claire, la pratique. La réflexion, l'accès à beaucoup de matériel utile via le formateur, mise à jour neurophysiologie, mise en application à pratique, rappel physio, reflet sur la pratique, théorie intéressante, le formateur. Ça, c'est un truc cool pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le formateur qui est bien, ça veut dire qu'on ne peut pas reprendre juste mon diaporama, et ça, c'est cool pour moi. C'est aussi pour ça que je peux me permettre de mettre sur mon site internet les diaporamas de mes conférences, dans la mesure où, même s'il y a tous mes diaporamas de conférences, sans l'animation du diaporama, ça perd beaucoup en contenu, en interactivité. Et l'interactivité entre nous et le cas clinique. Et donc là, il y a la question, si je devais proposer une amélioration de la formation, ce serait classifier un peu plus les différents profils de patients et tableaux cliniques pour qu'on puisse mieux visualiser différentes options thérapeutiques. Et j'avoue que là, c'est un peu une demande qui me semble compliquée à gérer. Vouloir classifier un petit peu plus, et je trouve que déjà dans la mind map, je fais beaucoup de raccourcis. J'ai fait une mind map sur les traitements. Et donc, demander un truc algorithmique, voilà, le patient, il est à cette catégorie-là, on fait ça. C'est ultra dur, alors que c'est déjà des choses qui sont plus ou moins intégrées à la formation. Et donc, j'avoue que là, je suis pas sûr de pouvoir répondre à cette demande. Avoir des groupes de niveau avant de débuter la formation pour avancer tous au même rythme. Et ça, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir le faire, ça. J'avoue qu'en fait, pouvoir gérer en fait, différents types de formations en fonction du niveau. C'est-à-dire avoir une formation genre pour les gens qui sont très calés en neurophysio, une formation pour les gens qui sont très calés en psychosocial, en prise en charge psychosociale, et donc du coup pouvoir intégrer un petit peu tous les trucs qui semblent manquer en fait aux personnes, ce serait vraiment cool. Parce que là, dans la formation, en gros, je développe 2 grands axes. Il y a un axe où en fait, ça va être vraiment comprendre la physiologie de la douleur pour avoir une prise en charge mécanistique. C'est-à-dire qu'en gros, on va se baser sur les mécanismes. Donc l'inflammation, il y a différents types d'inflammation. Selon le type d'inflammation, on ne va pas proposer le même taux de traitement. En plus de l'inflammation, il y a peut-être des trucs qui vont changer la nociception, donc la dysfonction des voies inhibitrices descendantes ou la présence de sommation temporelle. Et donc ça, je sais que c'est pas quelque chose qui est couramment enseigné. Et peut-être que ça sert à rien, mais en tout cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop ce qui marche. On sait que juste des approches basées sur la psychologie, ça fonctionne, mais c'est pas parfait et c'est très loin d'être parfait d'ailleurs. Ça a que des effets très légèrement supérieurs à des traitements classiques et donc du coup, on a encore de la marge pour l'amélioration et donc peut-être que les traitements mécanistiques pourraient permettre cette amélioration ou pas du tout. Et de la même manière, il y a beaucoup des gens qui vont être déjà limités dans la prise en charge, en intégrant les facteurs psychologiques et sociaux. Ils ont du mal à intégrer ça. Et si on fait pas ça, qui est la base, on sait que il y a des preuves que ça fonctionne. Ça marche pas de ouf, mais ça fonctionne et on sait que ça fonctionne, donc faut l'utiliser et ça fonctionne mieux que de faire au pif. Donc du coup, il faut à la fois les 2 choses, c'est les 2 gros axes sur lesquels, je développe la formation. Donc apprendre à repérer un petit peu les facteurs psychologiques, apprendre à repérer un petit peu, des facteurs mécanistiques, et surtout aussi, il y a une part sur la red flag. Et du coup, effectivement, faire des groupes de niveau, ça, ce serait vraiment cool. Mais malheureusement, ça va être compliqué. Je ne sais pas trop comment il faudrait faire. Il faudrait créer des questionnaires, des quiz pour pouvoir ranger les gens dans les bonnes catégories et donc du coup d'avoir des questionnaires, des quiz ou n'importe quoi qui serait pleinement efficace. Ça me semble ultra compliqué ou alors laisser les gens auto-choisir et donc ça me semble vraiment pas ultra facile. Il y a du coup, proposer des niveaux, c'est encore un truc qui ressort du coup. Diviser le groupe en 2 pendant les exercices avec pause, pain au chocolat pour groupe non présent. Donc ça, c'est un truc qu'on avait abordé parce que, pendant la formation, du coup, je demande des retours aux gens en même temps. Au début de chaque formation, je demande, les attentes des personnes et je sais que quand je demande les attentes des personnes, ça change totalement la formation. Parce que, du coup, moi, je vais passer plus de temps sur certaines choses. Je comprends pas mieux ce que les personnes sont venues chercher et surtout, je comprends mieux aussi, la manière de réfléchir des personnes qui va changer ma manière d'expliquer
Et du coup, j'ai besoin de faire ça et en même temps, c'est long parce que 20 personnes qui racontent un petit peu ce qu'ils sont venus chercher et en même temps, c'est long, mais même pour les autres qui écoutent, ça a quand même beaucoup de valeur et donc, dans les stratégies qu'on a abordées, on a pensé que peut-être, en fait, on allait séparer ce moment en 2 et donc, dans le moment en 2, en fait, en gros, la moitié de la salle, elle fait des attentes avec moi pendant que l'autre moitié, elle fera autre chose. Et je pense qu'il faut que je bosse sur un petit atelier à faire en début de formation pour faciliter un petit peu la partie, physio de la douleur, après. Et donc, je crois, je vais plancher là-dessus dans les prochaines semaines ou prochains mois quand j'aurai un peu de temps et plus de forme aussi, parce que je suis pas ultra en forme là. Ou, du coup, voilà un petit peu l'idée de ça. Du coup, je pense que c'est le meilleur plan à faire. Plus de cas cliniques chaque jour, passer moins de temps sur les sujets vus et revus, genre la kinésiophobie, ce genre de choses. Fait du coup, ouais, mais du coup, faire plus de cas cliniques et ça, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup et sachant qu'en plus, je balance des cas cliniques, dans la formation, j'en balance en plus en parallèle, pour, faire après. Donc j'ai des cas cliniques, avec un cadre, le subway de l'exercice thérapeutique pour que les gens y reviennent dessus. Ça me semble un peu compliqué. Ne pas traîner avec trop d'exemples sur le début de la formation, enfin ne pas être obligé de speeder sur d'autres parties en fin de formation et ça, ça c'est un problème. C'est un problème, c'est qu'en réalité, c'est la pratique du, leave no man behind, donc ne laisser tomber personne parce que, du coup, si je ne prends pas le temps au tout début de faire assez de cas et tout ça et de bien expliquer en long, en large, en travers, j'avance sur les parties de la formation qui sont nécessaires pour la compréhension de la suite et du coup, ça, c'est toujours un truc qui est un peu compliqué et je pense que je suis parti du principe que, j'essaye le plus possible d'embarquer le plus de monde jusqu'à la fin de la formation, sachant qu'il y a pas mal de choses compliquées à aborder. Compliquées, mais qui peuvent être rendues plus simples si on prend le temps pour ça et donc je préfère que, plus de gens en comprennent au risque de rater, une petite partie, mais que tout le monde l'ait compris, que, seulement une partie ait compris et que du coup on ait tout vu. Et je pense que ça se discute et que, ça mérite d'être réfléchi sur les objectifs de formation. Un jour de plus supplémentaire et ça, c'est quelque chose qui revient et à l'heure actuelle, je ne l'ai pas proposé. J'ai pas proposé une formation en 3 jours pour des questions de financement des PC FIPL, donc c'était pour le FIPL. J'ai pas retrouvé, trace de ça, mais je sais que pendant un temps, le FIPL, il accordait 3 jours de remboursement de formation, mais seulement 2 jours continus max. Donc je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne sais pas si ça a déjà été le cas en réalité, peut-être que j'ai inventé cette information-là, parce que je ne l'ai pas retrouvée, mais je l'avais vu dans les dossiers de prise en charge et donc effectivement, je préférais m'adapter à faire 2 jours pour que tout le monde puisse, bénéficier du contenu. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a toujours la difficulté, c'est que même si je change pas ce que je mets dans le diaporama, ce que je change pas dans ce que je mets, au bout d'un moment, à force de continuer à me renseigner, à lire de la littérature, je fais ça encore tous les jours, j'acquiers plus de connaissances. Donc au moment que je dois expliquer et forcément, même si je rajoute pas plus de choses à expliquer, moi vu que j'en sais plus, ça prend plus de temps et donc au bout d'un moment, je suis obligé de sacrifier les choses. Donc là, je sais que j'ai des parties de l'information que je vais bouger, je vais les supprimer. Genre, j'ai une partie sur le floutage cortical, et que je parle parce que, j'en parle pas parce que ça a un lien dans la douleur, mais parce que ça a un lien chez les gens qui ont les douleurs. On sait que, du coup, ça peut entraîner certaines choses. Genre, j'avais un patient qui avait du mal à se doucher parce que, à cause du floutage cortical, ça peut entraîner perte de performance pour les sportifs et tout ça, donc j'en parlais. En même temps, ça a pas trop de lien sur le fait de gérer la douleur parce que, du coup, c'est encore autre chose. Une deuxième session avec des cas cliniques quelques temps après pour évaluer et ça pourrait être cool. Mais, pas forcément besoin de faire une session, genre, tout simplement juste là, ce qu'on a fait, avec une formation, la formation que j'ai fait à Dijon, c'est qu'on a mis en place, un live après, genre un webinaire, genre un mois après, pour, refixer un petit peu les trucs de la fin avec des cas cliniques et du coup revenir sur les questions qui étaient venues et c'était cool. Je pense que c'était vraiment mieux de faire comme ça et ça a permis de bien fixer les concepts. Donc le problème, c'est que ça rajoute beaucoup de boulot pour moi. Donc je sais pas si c'est quelque chose que j'intégrerai à la longue ou si je l'intégrerai mais de manière payante. Donc voilà. Donc vous voyez la 3e journée, ça revient encore. Vraiment il y a beaucoup de gens qui veulent revenir et l'histoire du pre-learning, c'est quelque chose qui m'a été proposé pour, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de neurophysio, les gens, ils aimeraient bien avoir un peu de la neurophysio au préalable, comme ça ils sont moins perdus et j'ai toujours refusé de faire le pre-learning pour une simple et bonne raison, c'est que quand on fait un pre-learning, tout le monde ne le fait pas et on peut se dire, du coup, comment on gère les choses? Est-ce que du coup, on gère les choses en disant, on part du principe que tout le monde l'a fait et donc du coup, on part du fait que c'est un acquis et dans ce cas-là, il y a les gens qui ne l'ont pas fait, vont être largués et du coup, on peut dire, c'est de leur faute.
Ou alors on part du principe que, du coup, ça a été pas vu par tout le monde et du coup on vient dessus, un peu rapidement et dans ce cas-là, ça peut être frustrant pour les gens qui l'ont fait de revoir encore la même chose, s'ils avaient déjà bien compris, lors du pre-learning. Donc, pour l'instant, c'est pas l'idée que je fais, c'est plutôt post-learning. C'est-à-dire qu'en gros, on prend des notions et tout ça et après derrière les gens ils doivent rebosser dessus donc, soit avec des vidéos donc, ça c'est un truc qui est prévu, soit en fait, là j'ai plusieurs livrets. J'ai un guide, d'anamnèse, j'ai un guide d'examen neuro et là je suis en train de préparer un guide des traitements mécanistiques. Donc du coup, je vais parler de sensibilisation centrale, de douleur nociplastique, tout ça, de pourquoi on n'utilise pas les termes, de douleur nociplastique dans l'information et comment on fait pour s'adapter, aux différents types de sensibilisation centrale, aux différents types d'inflammation. Et donc, ça, je pense que c'est mieux que de faire un pre-learning. Parce que du coup, pour toutes les raisons que j'ai abordées plus tôt. Moi, dans l'idée, c'est que là, je vous ai dit des choses, donc il y a plein de choses où finalement je dis: «Bah ouais, mais en fait, je fais comme ça parce que c'est déjà le meilleur truc». Mais ça me laisse quand même me dire que, bah, il faut que moi j'en parle, en fait, pour l'information. Genre, par exemple, bah, on va prendre du temps pour répondre aux questions et tout ça. Effectivement, si les gens ils ont l'impression qu'on perd du temps et tout ça, ça va être un peu plus désagréable pour eux et en réalité, faut que j'explique que l'idée c'est de perdre personne tout le long du truc, de vraiment avoir tout le monde qui arrive jusqu'au bout. Du coup, c'est un des commentaires qui est fait, par exemple: «Je pense qu'Anthony peut progresser dans les interactions avec le public et la gestion du temps. On a passé beaucoup de temps sur les choses qu'il avait dit que nous traiterions vite et fait, au final, nous avons passé trop vite sur des notions importantes en fin de formation. Ça aussi imputé le temps de questions-échanges en fin de formation. Je trouve ça dommage, ce sont des questions de forme, le fond était excellent». Et du coup, en fait, le truc, c'est que, ben, le problème, c'est que si je veux vraiment pouvoir être interactif à répondre aux questions, c'est une question de dosage et je pense qu'il faut pas forcément que je change ça et peut-être qu'il faut, mais je pense pas forcément. Mais par contre, il faut que j'explique pourquoi je change pas et pourquoi on continue là-dessus. Et 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 du coup, l'intervenant parlait beaucoup trop vite et ça, c'est parce que je regarde les vidéos YouTube en x1,5, x2. Donc du coup, je parle comme ça et donc on peut voir qu'il y a un truc un peu rigolo, c'est que en fait, il y a des choses qui reviennent, qui sont dites dans un moment et totalement l'opposé. Si on regardait tout en bas là, le rythme de formation était-il adapté, trop rapide ou trop lent? Il y a 2 personnes qui ont dit trop rapide et une personne qui a dit trop lent. Et donc c'est là, où vous comprendrez peut-être, j'imagine la difficulté quand on en tant que formateur, où il y a des personnes qui ont vraiment des attentes, compréhension différentes, des niveaux de vitesse de compréhension différentes et en fait, soit on a vraiment une formation, adaptée individuellement et dans ce cas-là, on n'a pas trop de problèmes. Soit au contraire, en fait, on a des formations qui sont, bien plus grandes en termes de contenu, eh bien, en termes d'apprenants et dans ce cas-là, bah, effectivement, il faut qu'on accepte de faire un truc middle, donc avec des trucs qui, pour la plupart, ce sera adapté, avec quelques extrêmes qui trouveront ça trop rapide ou trop lent. Parfois, manque de clarté lorsqu'une explication s'arrête en bon chemin, manque de schéma au tableau récapitulatif en cours de la formation. Et ça, pareil, c'est un truc qu'il faut pas que j'intègre, parce qu'il y a déjà beaucoup de schémas et trucs récapitulatifs, mais en fait, il faut plutôt que je l'explique. Je sais pas si vous connaissez en termes de pédagogie, ce genre de choses. Donc pédagogie au sens large, hein, donc pas forcément que pour les enfants, parce que normalement, c'est pour les enfants, mais le terme a été élargi pour, intégrer tout le type d'éducation, de données et ce genre de choses, mais il y en a qui disent: «Non, il faut dire andragogie», tout ça, mais bref. Je sais pas si vous y connaissez en pédagogie, mais il semblerait que l'apprentissage, il se fait si seulement et seulement si et on remobilise les connaissances qu'on a appris. Et du coup, pour remobiliser les connaissances qu'on a appris, bah, il faut faire plusieurs choses. Donc, soit on fait des évaluations et donc, du coup, on essaye de répondre à des contrôles, ce genre de choses. Donc ça sert à ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a les partiels, à la fac et ce genre de choses. C'est pas, que pour vous motiver et tout ça, c'est aussi parce qu'en fait, au moment de répondre, vous allez apprendre des choses. Mais c'est aussi, bah, du coup, remobiliser le contenu de notre manière, en faisant des synthèses, en faisant des métaphores, des analogies ou en faisant des mind maps, ce genre de choses. Donc en fait, je pense qu'il faut effectivement faire des tableaux récapitulatifs et tout ça, des schémas, mais que c'est pas moi qui dois le faire, c'est vraiment les apprenants. Et donc si jamais vous avez suivi une formation et vous dites: «Ah, ça manque», et bah, faites-le en fait, parce que c'est en le faisant que vous allez apprendre des choses et que vous allez fixer des concepts dans votre tête et vous allez avoir une rétention. Parce qu'en fait, on ne pourra pas apprendre pour vous. On va dire en tant qu'ostéopathe, le déroulé des consultations est différent et je trouve que c'était très vexé kiné par conséquent. En fait, en même temps, c'était la seule ostéopathe. Et ce qui est rigolo, c'est que les autres formations avant, là, j'avais plusieurs ostéopathes et du coup, ça s'est pas passé exactement de la même manière pour eux. Parce que, bah, je pense qu'il y a des pratiques qui se rapprochent plus ou moins d'autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à cette personne de la mettre en contact avec d'autres ostéopathes qui avaient fait la formation et qui avaient réussi à bien intégrer ça. Très dynamique et agréable, parler un peu vite.
Quels sont les points forts à la formation? Contenu théorique, support, enchaînement, sujet traité, formateur passionné et passionnant, temps de pratique en binôme, les raisonnements sur les cas cliniques, formation qui s'appuie sur les études et les cas cliniques vécus en cabinet, accessible, méthode en pratique, très enrichissante, remise en question de nombreux principes, car habitude de prisme bioméca, revalorisation à mes yeux des entretiens épistémiques et motivationnels dont je m'étais lassé. Et vous allez voir que, du coup, c'est un truc rigolo, c'est qu'au sein de la même formation, un peu long parfois, donc il y a des gens qui disent que je vais trop vite et des gens qui disent que c'est un peu trop long. Manque les cas cliniques, alors qu'il y en a qui disent: «Bah, c'était trop cool les cas cliniques». Je pense qu'il faut déjà avoir vu un peu de physiologie de la douleur pour, comprendre. Ça, je pense pas. Je pense pas, mais je pense que, faut juste pas s'attendre à le comprendre directement d'emblée sans revoir un petit peu au frais. Manque parfois de clarté concernant les implications pratiques et du coup, c'était un peu dit l'inverse dans un autre, retour. Peu d'évocation des facteurs psychosociaux qui sont pour moi très importants et donc le côté physique complexe et multidimensionnel de la douleur. Alors que du coup, il y a une autre personne qui dit, «Révélation à mes yeux des entretiens épistémiques et motivationnels dont je m'étais lassé». Et du coup, c'est assez rigolo, je trouve, sachant qu'en plus, la plupart des cas cliniques, c'est pas du tout sur des facteurs mécanistiques, mais c'est sur des facteurs, psychologiques et sociaux. Passer de diapo récap, donc là, l'histoire des diapos récap, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas quelque chose qui je suis censé faire plus que ce que je fais. Sachant qu'il y en a déjà dedans, pour ceux qui ont fait la formation, vous devez vous en rendre compte. Il y a la masse de trucs. 3 jours seraient nécessaires et ça, c'est encore un truc qui revient. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte du coup d'un point de vue, formateur, c'est que, quand on est, dans la formation, on est obligé de gérer des attentes qui sont totalement opposées et donc vous avez vu qu'il y a des trucs qui me sont reprochés au sein de la même session de formation, hein. J'insiste, j'ai 2 sessions de formation là qui sont décrites. Il y a des choses qui me sont reprochées au sein de la même session de formation, à l'opposé de ce qui est, valorisé. Et donc, je sais pas si vous voyez un petit peu le principe derrière, ça, à quel point c'est compliqué de gérer ça. En sachant qu'en plus, il y a tout un tas de trucs où les gens, ils identifient bien des points qui sont compliqués. Par contre, les solutions, bah, c'est pas forcément celles qu'ils imaginent. Par exemple, il y en a qui, proposent, de diminuer le temps de question. Bah, en fait, moi, je pense juste, faut que je coupe dans la formation et par exemple, là, bah, c'est quelque chose qui va être fait. Je vais couper des trucs dans la formation, je vais, optimiser les temps d'échange, sachant que j'ai déjà optimisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dedans. Enfin bref, voilà. Ça, c'est un petit peu l'idée derrière tout ça et moi je suis curieux s'il y en a encore qui ont fait la formation, qui sont parmi vous. N'hésitez pas à me faire d'autres retours comme ça, sachant que j'en ai eu plein avec ce que j'ai expliqué aussi et moi comme ça je pourrais adapter tout ça. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une belle année et tout ça et puis, bah, moi je vais aller me coucher. Salut!